Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes en studio avec Jean-Michel Jacquemart-Raffestin. Bonjour Jean-Michel Jacquemart-Raffestin. Vous êtes spécialiste des catastrophes naturelles, vous êtes auteur de ce livre, Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font aux éditions Nouvelle Terre. Et nous sommes aussi avec Martine Voneur que nos auditeurs connaissent. Bonjour Voneur. Bonjour. Vous êtes une ancienne députée non-alignée du Bas-Rhin, vous êtes médecin, psychiatre, vous êtes fondatrice du mouvement Ensemble pour les libertés et vous préfacez ce livre. Alors, Jean-Michel Jacquemart-Raffestin, on va commencer. Ce livre, il n'a pas fait la tournée des médias traditionnels. Alors, pourquoi ce livre n'a pas fait la tournée des médias, on va dire, de grand chemin, comme on dit sur Radio Courtoisie? Êtes-vous surpris? Bah écoutez... ce livre, il est passé sur les médias, les vrais médias, ceux qui disent la vérité, c'est-à-dire France Soir, Sud Radio et aujourd'hui chez vous. Voilà, les autres censurent. Même dans mon île, puisque j'habite à La Réunion, d'habitude j'ai tous les médias de l'île et là j'en ai eu aucun. Et mon livre précédent sur Fukushima, il était exposé entre celui d'Obama et de Sarkozy. Et aujourd'hui, celui-ci, il est en bas d'une étagère. On ne le trouve pas. Et donc, vous dites que vous n'êtes pas anti-vax. Et pourtant, vous dites que ce n'est pas un vaccin. En tout cas, c'est ce vaccin contre le Covid-19 est pour vous une anti-injonction expérimentale. Ben, c'est pas moi qui dis que c'est pas un vaccin, c'est le professeur Delfrécy qui maintenant s'est réveillé et qui reconnaît que c'est pas un vaccin. Un vaccin, vous le prenez. Si vous regardez la définition d'un vaccin, vous le prenez d'abord quand vous êtes sain, en bonne santé, c'est pour vous éviter d'attraper une maladie, pour que votre corps fabrique des anti. Et donc là, on s'est aperçu quand même au bout de 2 ans que ceux qui sont vaccinés l'attrapent, le peuvent contaminer, et contrairement à ce qu'on nous dit, peuvent avoir des cas très graves et peuvent aussi aller en réanimation. Donc, parce que, à part la France, bien sûr, parce que nous sommes une grande démocratie, mais tous les autres pays indiquent les statuts vaccinaux de ceux qui sont en réanimation, de ceux qui décèdent. Dans le livre, on l'a pour Israël, on l'a pour le Canada, on l'a pour la Grande-Bretagne. Il n'y a qu'en France où c'est refusé au professeur Laurent Tubiana. Le Sénat lui a refusé, la CADA lui a refusé. Le ministre de la Santé a déclaré en septembre qu'il n'avait pas les chiffres. C'est totalement faux. Mais donc, ça prête à suspicion. S'il ne donne pas les chiffres, pourquoi ? Et nous sommes avec Martine Voneur, que vous connaissez. Figurez-vous, Martine Voneur, que notre chaîne a été suspendue aussi pendant une semaine. Et la dernière fois qu'elle avait été suspendue, c'était parce qu'on avait fait une vidéo avec vous. Et seulement votre nom dans le titre de la vidéo avait suffi à YouTube à nous suspendre pendant une semaine. Voilà, donc pourquoi avoir préfacé ce livre de Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, de Jean-Michel Jacquemart-Raffestin? Mais parce que Jean-Michel est quelqu'un qui investigue les sujets. Il l'avait démontré sur un sujet quand même extrêmement déjà compliqué, qui était d'abord Tchernobyl, ensuite Fukushima. Et d'ailleurs, il en a subi les foudres, n'est-ce pas, Jean-Michel? On n'a pas le temps de raconter tout ça, mais quand j'ai compris tout le travail qu'il avait mené en investiguant, en fait, de façon aussi détaillée et de façon aussi factuelle, parce que c'est ça qui est important. Tout est sourcé, tout est vraiment... Enfin, j'invite vraiment vos auditeurs à aller se procurer ce livre, qui en effet est bien caché, il n'est pas en vitrine, mais les bons libraires, vous pouvez le trouver, donc allez l'acheter. Et vraiment, c'est un livre avec tous les moult détails. Il fait date dans cette crise Covid, parce qu'il éclaire, et je pense que beaucoup de personnes apprendront encore des choses en lisant ce livre. Et donc, j'avais refusé beaucoup de préfaces, mais celui-là, je l'ai fait avec plaisir. Et c'est un livre qui est extrêmement sourcé, et c'est ça qui est vraiment la richesse du livre, c'est que vous donnez donc des sources, mais officielles du gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complot, non, on peut pas vous accuser de comploter. C'est-à-dire qu'on peut retrouver toutes vos sources. Tout le monde peut les retrouver sur le VAERS américain, sur le CDC, sur le NIH anglais, partout. Sur l'ONS anglais, qui est très bien, c'est-à-dire l'Office National of Statistics, qui sort des statistiques toutes les semaines.
Et là, on sait vraiment ce qui se passe en Angleterre. C'est comme ça qu'on a pu savoir que les 6 premiers mois, ils ont eu 35 000 décès de vaccinés dans les 21 jours. Et comme ça qu'on a pu savoir qu'au bout de 18 mois, ils ont un excédent de 75 000 décès dans la population. C'est vraiment très précis. Nous, en France, on ne sait pas. Pour en revenir à ce que vous disiez au sujet de Martine, j'ai 2 de vos confrères qui ont refusé de me prendre parce que la préface est faite par Martine. Ah. Ce qui est gage de qualité ici dans cette radio. D'ailleurs, vous avez été donc... moi, j'avais écrit suspendu. Vous m'avez dit que c'était une interdiction d'exercer la médecine pendant 1 an pour des propos controversés sur le masque et le vaccin. Alors, comment vous avez vécu cette décision ? Alors, en effet, il y avait 2 partis qui ont porté plainte contre moi. Un fameux collectif No Fake Med et le Conseil national de l'ordre. Cette sanction est très très lourde. C'est moi qui écope puisque Alain Houpert, mon collègue sénateur, a pris 18 mois mais ramené à 9 mois. Et puis on a vu la relaxe, si je puis m'exprimer comme ça, du professeur Perron et j'en suis vraiment vraiment très heureuse. Mais toutes les semaines, absolument toutes les semaines, des médecins se font sanctionner, des pharmaciens se font sanctionner. Encore aujourd'hui, Éric Loridan, chirurgien, passe devant la chambre régionale disciplinaire de Lille. Donc, comment j'ai vécu ça ? Mais c'est une honte, c'est un scandale. 1 an, c'est une sanction extrêmement lourde. Et je le rappelle, c'était pendant mon mandat de parlementaire. Donc, à aucun moment, je n'ai parlé, en fait, au titre de ma fonction de médecin, que je n'exerçais plus, sauf une activité tout à fait bénévole, quasiment associative, 3 heures par semaine. Donc, et à chaque fois que je me suis exprimée, que ce soit dans l'hémicycle ou dans l'espace public, j'avais mon écharpe, c'est la députée qui s'exprimait. Donc aujourd'hui, je suis très très inquiète pour la liberté d'expression dans notre pays. C'est dramatique. Et vous êtes aussi beaucoup battu contre... Oui, il y en a de moins en moins. Il y en a plus. En tout cas, sur ce sujet, c'est très compliqué d'en parler. Et vous êtes aussi engagé pour la réinsertion des soignants suspendus, on le rappelle, donc qui n'ont pas bénéficié du chômage. Alors, c'est pas une réinsertion, c'est simplement une réintégration, oui, parce que là aussi, ce qui se passe est profondément scandaleux, c'est inédit. Et nous sommes aujourd'hui le seul pays qui maintenons cette obligation vaccinale pour les soignants, pour les pompiers, pour les gendarmes et pour tous les personnels administratifs qui accompagnent ces professionnels. Depuis le 15 septembre 2021, ce sont des personnes qui ne peuvent pas exercer leur métier de cœur parce que ce sont des métiers que nous faisons avec passion et du fait de leur statut vaccinal qui est stigmatisant, ils sont tenus à l'écart, sans aucun salaire, sans aucun droit et c'est un scandale. C'est un scandale et notamment maintenant qu'on prouve que le vaccin n'empêche pas la transmission. C'était un mensonge, le tous mais tu l'expliques très très bien dans ton livre, le tous vaccinés, tous protégés, c'est totalement faux. On a vu les députés européens qui interrogeaient un collègue hollandais qui lui en fait avait interpellé la directrice de Pfizer et qui a été très clair, il n'y a jamais eu de test sur la transmission. Donc en effet, on a été bercé de mensonges pendant... Depuis le début. À flot continu, de mensonges présidentiels avec les fameux 400 000 morts, avec de mensonges ministériels, des cabinets ministériels, des organismes de santé, de l'OMS, de professeurs scientifiques qui sont payés par les laboratoires, de clowns qui viennent sur les plateaux de télévision, qui ne connaissent absolument rien, qui n'ont jamais fait d'études médicales, qui n'ont jamais mis les pieds dans un laboratoire, mais ça fait rien, qui savent mieux et qui viennent nous faire de l'ultra-crépidarianisme parce qu'ils ont les caméras et les micros pratiquement tous les jours, table ouverte. Et eux, pardon, je précise, toujours quand je m'exprime, je n'ai absolument aucun lien d'intérêt ou aucun conflit d'intérêt. Par contre, tous ces médecins qui se sont exprimés sur tous les plateaux, nous aurions voulu qu'ils annoncent clairement quels étaient leurs conflits d'intérêts et ils sont majeurs. Voilà. Et donc, vous dites dans votre livre que le vaccin n'empêche pas la transmission. Ça, c'est sourcé. Et en tout cas, Pfizer... Non, mais Delfrécy le dit aussi aujourd'hui. Delfrécy le dit aussi. Delfrécy qui est un complotiste. Il a mis du temps, mais il le dit aussi. Donc il le dit comment ? C'est-à-dire qu'il a admis... Vous voulez que je dise comment il le dit ? Oui. Il a reconnu, on a merdé. Oui.
Il a dit on a cru sauver des vies, mais on s'est trompé, on a merdé. Voilà comment il l'a dit, Delfrécy. Et ils ont bien merdé parce que, comme vous dites, parce qu'il y a donc des effets secondaires. Vous dites qu'il y aurait eu officiellement déjà 40 000 morts du vaccin officiel. C'est sur le site de Eudravigilance et plus de 4 400 000 effets secondaires. Et vous avez le rapport de Harvard, Azarus de Harvard de 2009, qui précise dans son étude que les retours sur les effets secondaires, c'est de 1 à 10% maximum. Donc je vous laisse faire les calculs de ce qui peut se passer. Et en France, j'ai le chiffre exact, au 24 novembre, il y en avait 187 958 cas recensés, donc 25% de cas très graves. Mais ça, en effet, il faut multiplier par 10 pour se rendre compte de la totalité des effets secondaires. Voilà. Et de tous ceux qui ne sont pas déclarés. Oui. Voilà. Et ça, évidemment, on n'en parle pas. Vous, dans votre livre, vous parlez des cancers qui explosent et aussi beaucoup de joueurs de haut niveau, mais aussi des joueurs amateurs. Oui. Ça, c'est terrible. C'est tous les sportifs qui décèdent. Et là je vais prendre un petit papier. Vous voyez. Avant-hier, vous avez Andrés Balanta, qui est un international colombien de 22 ans, qui a eu un malaise à l'entraînement. Il n'a pas pu être ranimé. Vous avez eu un jeune Ibrahim, 19 ans, le samedi 19 novembre, de l'Excelsior stéphanois. Vous avez Mario Lamina de Nice qui s'est retiré de la Coupe d'Afrique pour des problèmes cardiaques. Vous avez 4 footballeurs du Bundesliga allemand qui sont atteints d'un cancer des testicules quelques semaines après une vaccination, tous les 4 en même temps. Vous avez Grégoire Badouin, 19 ans, rugbyman, crise cardiaque le 6 novembre. Vous avez Doug Brignol, un bodybuilder, 62 ans. Alors lui, il avait dit au mois de mai, je vais me vacciner, si je meurs, vous avez raison, et si je meurs pas, c'est vous qui avez tort. Voilà, il est mort le 13 octobre. Mais vous en avez plein comme ça. Vous avez Red Wardell, 37 ans, champion de VTT d'Écosse, qui est décédé aussi dans son sommeil 2 jours après son titre. Vous avez plein de mois à La Réunion. Excuse-moi de t'interrompre, on a en fait une flambée, une épidémie de myocardite et de péricardite, surtout chez les jeunes adultes masculins. Donc il n'y a absolument aujourd'hui, on en est sûr, aucun bénéfice. On fait toujours la balance bénéfice-risque quand on parle de ce type d'injection. Là, il n'y a absolument aucun bénéfice pour qu'un adulte jeune aille se faire moi, à La Réunion, j'ai un entraîneur de foot, il a arrêté, il a dit j'ai deux jeunes qui sont tombés, il n'y en aura pas 3, je fais plus d'entraînement de foot. Parce que pour un jeune de 15 ans, la balance bénéfice-risque, il n'a aucun intérêt. N'a aucun intérêt parce qu'il ne protège pas les autres, enfin les plus fragiles, parce que en fait le vaccin n'empêche pas la transmission. Donc en réalité, il n'a que des risques. Voilà. Mais même si un jeune l'attrapait, ils s'en sortent beaucoup mieux que les adultes. Donc avant les vaccins, il n'y avait pas eu de décès chez les jeunes, chez les enfants. Maintenant, il y a des décès parce qu'ils sont vaccinés. Vous dites qu'il y a une surmortalité des jeunes aujourd'hui après l'effet vaccin. Voilà, il y a 552% d'augmentation des décès chez les jeunes. Et j'aimerais redire qu'il y a un office français qui a fait un travail assez intéressant, mais qui n'a jamais été, en tous les cas, transmis à tous mes collègues parlementaires. C'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. L'OPEX. Il y avait eu un premier rapport en décembre 2020 et un deuxième rapport en juin 2022. J'invite tous vos auditeurs à aller regarder ces rapports. C'est très fouillé, c'est très technique, mais il y a des choses absolument très claires dedans, notamment le fait, on parle toujours que ce vaccin protégerait des formes très graves, mais en fait, il n'y a pas eu d'évaluation chez les plus de 75 ans, car l'effectif était trop faible dans les cohortes. Donc en fait, le tous protégé, le tous vacciné, tous protégés, y compris chez les personnes âgées, aujourd'hui, on le sait, c'est dit dans les rapports officiels français, ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Sûr. Donc que du mensonge. C'était ridicule. Repris malheureusement, et bien sûr ici on peut dire des choses qui sont sourcées encore une fois, mais repris par des officines là aussi de fact-checkers. Et on sait que voilà, il y a des contrats passés sur certaines têtes, et il fallait... Mais c'était la méthode Göring. Un mensonge répété 1000 fois reste un mensonge, et un mensonge répété 10 000 fois devient une vérité.
Et Dieu sait si le fait que le vaccin empêche d'attraper, on l'a entendu plus de 10 000 fois celui-ci. Oui, parce que c'était un argument justement pour les jeunes, c'est-à-dire de dire, au moins si vous vous protégez pas vous protégez les plus vieux. Et d'ailleurs, vous savez, moi je mange pas de chocolat parce que mon voisin il a le diabète. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est ça. Très bon exemple. Et vous parlez des chiffres de la grippe. Alors, les chiffres de la grippe en janvier 2017, il y a 67 000 personnes. C'est les chiffres de l'INSEE qui expliquent que la saison d'hiver 2016-2017, il y a eu énormément de la grippe et une augmentation de décès pour le janvier de 67 000 décès. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, on nous bassine avec la 9e vague. La 9e vague arrive, alors. 9e vague avec une triple épidémie, Covid, grippe et bronchiolite. Si vous me permettez, je vais vous raconter une petite histoire. Bon, ça se passe pas en France, bien sûr, ça se passe dans un autre royaume. Et le roi commence à être embêté par des enquêtes judiciaires, donc il appelle son bouffon. Il dit, allô, Cyril ? Et il dit, est-ce que tu pourrais dire à tous ces connards, là, leur foutre la trouille, parce que le roi, il appelle son peuple les connards. Il avait déjà envoyé un texto à son ministre de la Santé en disant, t'inquiète, on va les avoir, ces connards. Est-ce que tu peux leur foutre la trouille, là, de manière à ce que les médias parlent de la 9e vague ? Alors le bouffon, il ouvre son émission de télévision le lendemain en disant, salut mes chéris, parce qu'il appelle tout le monde mon chéri, je vous adore, et il dit, j'ai des potes, là, la 9e vague arrive, j'ai des potes, mais alors... Ils sont vaccinés, ils ont déjà eu 2 ou 3 fois le Covid, mais alors là, ils souffrent, ils ont mal, ils peuvent plus se lever et tout. Et alors, pour appuyer son propos, il fait venir un professeur sur le plateau. Et le professeur nous explique qu'effectivement, il y a un nouveau variant qui arrive. Alors, c'est un variant très compliqué, un XYZ, qui est lui-même un sous-variant du YZX, qui lui-même est un sous-variant de Omicron. Voilà, alors, il fait peur à tout le monde. Le problème, c'est que Omicron... Bill Gates, excusez du peu, a dit que c'était meilleur que le vaccin, qu'il avait fait une meilleure immunité. J'ai les sources dans mon livre. Voilà. Mais bon, le principe, c'est de faire peur aux gens, quoi. Oui. Voilà. Et donc là, ça marche. Et il y a 30% de la population, ça marche. Je veux dire, eux, ils iront jusqu'à 5e, 6e, 7e dose. Enfin, ils n'iront pas plus loin parce qu'après, ils seront morts. Mais ça marche très bien avec les gens. Et je voulais juste faire un tout petit... Et je voudrais dire quand même, terminer sur le... Termine. Et après, je parlerai des enfants. Voilà, voilà. Parce que je suis allé voir justement sur le site France Santé, quand même. Et là, on s'aperçoit que c'est les chiffres du 29 novembre. La statistique la plus importante, les décès sont 347 en une semaine, moins 0,6% par rapport à il y a 7 jours. Pour les autres statistiques moins significatives, il y a une évolution disparate. Le passage aux urgences, 394, moins 12,6%. Les hospitalisations, 4842 en 7 jours, plus de 1, c'est-à-dire qu'on reste dans la moyenne des 2%. Donc, il n'y a pas de 9e vague. Voilà. Et donc, vous vouliez parler Oui, je voulais compléter enfants. parce que hier, le CDC, donc, qui est cet organisme américain qui est à peu près l'équivalent de la Haute Autorité de Santé chez nous, apporte un chiffre qui est glaçant. Un excès de mortalité chez les enfants de plus 118 000 pendant la période Covid, depuis la vaccination chez les enfants aux États-Unis. Donc, ils ont mesuré ça par rapport à la moyenne des décès entre 2015 et 2019. Là, il y a plus 118 000 décès. Donc, surtout, pour tous ceux qui nous écoutent, faire un grand écart pour éviter la vaccination des enfants. Il ne faut surtout pas faire prendre des risques aux petits. Et donc, on a parlé des enfants, on a aussi parlé donc des jeunes qui ont un balance bénéfice-risque qui est évidemment où ils ont plus de risques. Mais est-ce que pour une personne de plus de 60 ans, on va dire qui est obèse, qui a du diabète, est-ce que ce sont vraiment des personnes à risque ? Est-ce que le vaccin sert quand même à ce moment-là ? Ou alors vraiment ce vaccin finalement n'est seulement qu'une thérapie génique ou en réalité ne sert pas à grand-chose ? Pour moi, cette injection, elle ne sert absolument à rien, même pour les plus de 60 ans, surtout pour les plus de 60 ans. Je crois que même ceux qui ont changé leur QI pour un QR, aujourd'hui, ils l'ont compris. Il y a autre chose.
que la santé derrière ça. On a bien vu, ça fait 2 ans, on a 2 ans d'antériorité puisque les premiers vaccins ont commencé en décembre il y a 2 ans aux États-Unis, ils sont arrivés en janvier après en Europe. On voit bien le résultat aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Ce ne sont pas des vaccins. Et pourtant, tous les jours à la télévision, nous avons encore les publicités pour faire ces vaccins. Les boosters, les fameux boosters. Les fameux boosters. Préciser peut-être que oui, ces personnes âgées peuvent être des personnes à risque, mais à risque pour toutes les pathologies et pas forcément pour le Covid spécifiquement. Oui. Et aujourd'hui, les personnes âgées globalement en France ont eu leurs injections et ce sont elles qui, malgré l'injection, sont aujourd'hui hospitalisées. Et en effet, ce qu'on disait tout au début de l'émission, on aimerait vraiment pouvoir avoir ces chiffres clairs aujourd'hui, des personnes hospitalisées avec leur statut vaccinal et des personnes qui décèdent aujourd'hui, quel est leur statut vaccinal, mais la France cache ces chiffres-là. Et moi j'ai le souvenir d'une interview d'un scientifique du CNRS chez Pascal Praud, parce que ça lui arrive de temps en temps d'inviter des gens qui connaissent le sujet, pas souvent, mais ça arrive. Et ce monsieur lui expliquait que justement, il n'était pas pour la vaccination systématique des plus de 60 ans, parce qu'il dit d'abord, il y a des 60 ans qui sont en parfaite santé. Ah, vous en avez un devant vous, là. Et puis, il dit, il y en a qui ont déjà des problèmes cardiaques, donc il ne faut surtout pas leur injecter ce produit. Parce qu'il y a eu des alternatives aux vaccins, évidemment l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, mais le vaccin nous a été présenté comme la seule alternative à ce virus. Alors pourquoi pourquoi l'hydroxychloroquine, l'ivermectine ont été, on va dire, diabolisées, en tout cas sanitairement. Déjà, dans mon livre, dans le passage sur l'ivermectine et sur l'hydroxychloroquine, vous allez avoir la photo de la revue de virologie d'août 2005 du NIH, qui était dirigée par... jusqu'à fin décembre, le fameux Anthony Fauci. Et vous avez un article qui dit que l'hydroxychloroquine est un excellent inhibiteur du SRAS, du coronavirus, de 2002, de 2003. Donc c'était dans une revue scientifique américaine. OK, c'est bon, l'hydroxychloroquine. Ici, en France, on a préféré salir le professeur Raoult, le déglinguer à fond. On a pu voir un soi-disant philosophe qui nous a dit qu'il avait pris que l'hydroxychloroquine avait autant de valeur qu'une pastille Valda. Bon, lui, quand on le voit, on se dit que c'était pas une pastille Valda qu'il avait avalée avant de passer devant la radio, devant la télévision. Il y a une explication assez simple au fait qu'on a écarté toute possibilité médicamenteuse. En fait, il y a une réglementation très claire au niveau européen. Si une maladie peut être traitée avec un médicament quelconque, on ne met pas de l'argent sur la recherche et on ne développe pas un vaccin et on ne vaccine pas la population. Donc il fallait être sûr de pouvoir dire à la population il n'y a aucun traitement, donc la seule possibilité sera ce vaccin. Et je rappelle une fois de plus qu'on ne vaccine pas les personnes malades, on ne vaccine pas en pleine épidémie, donc tout ce qui a été fait est complètement contraire à la science. Et en ce qui concerne l'ivermectine, vous avez la numéro 2 de l'OMS, Swaminathan, qui avait donc en avril 2021 fait interdire l'ivermectine en Inde, qui est un pays que je connais bien puisque j'y ai vécu 5 ans. C'est des États fédéraux, donc c'est comme aux États-Unis, chaque État fait la santé qu'il veut. Et vous avez 2 États dans le sud, le Tamil Nadu et le Kerala, qui ont arrêté l'ivermectine. Le Kerala ne représente que 3% de la population indienne. Au 31 août 2021, ils avaient 50% des cas. Et l'Uttar Pradesh, par contre, au nord-est, qui a 240 millions d'habitants, les 3/4 de la population américaine, qui a soigné tout le monde à l'ivermectine. Dès qu'il y en avait un, hop, toute la famille passait à l'ivermectine. À la même date, ils avaient 199 cas. Et ça, ce sont des chiffres du ministère indien. Et en Afrique, c'est pareil, ils ont eu affaire à l'ivermectine et à l'hydroxychloroquine. Voilà, exactement. Et finalement, ils s'en sont mieux sortis.
C'est même très protecteur, parce qu'on sait que ces pays impaludés, donc où il y a des zones de paludisme, ça prévient le paludisme. Et donc ces personnes ou même, par exemple, je sais qu'il y a des cohortes aussi en France de personnes présentant des polyarthrites rhumatoïdes, ou en tout cas toutes sortes de pathologies rhumatismales, personnes qui sont sous plaquenil, donc l'équivalent de l'hydroxychloroquine. En fait, chez ces personnes-là, elles ont été protégées par rapport au Covid. Et puisque tu parles du plaquenil, il y a quelque chose de très important qui n'est pas dans le livre, parce que je l'ai appris par un salarié de Sanofi depuis. Ils avaient fabriqué 2,5 milliards de pastilles de plaquenil, justement, ce qui représentait 200 millions de boîtes de plaquenil. Ils ont reçu ordre du ministère de la Santé de ne pas livrer et de les jeter. Et d'ailleurs, ils ont offert 100 millions de boîtes à l'Afrique. Et j'ai vérifié, j'ai trouvé un article de l'Express qui explique que Sanofi offre 100 millions de boîtes de plaquenil à l'Afrique. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui s'est permis d'interdire à cette société de livrer ces médicaments, ce plaquenil, à la pharmacie centrale pour les distribuer en France. Parce que c'est des médicaments, c'est pas cher. Hein. Que ce soit l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine, c'est à faible coût. C'est pas le remdesivir ou l'autre. Et les conséquences sont absolument dramatiques. Exactement. On aurait pu sauver des vies. Et il y a eu donc le vaccin, il y a eu aussi le confinement. Donc c'est pas le vaccin, c'est l'injection expérimentale. C'est pas un vaccin. Reprenez la définition d'un vaccin. L'injection expérimentale, comme vous dites dans votre livre, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Et il y a aussi le confinement. Donc le confinement qui a commencé en Chine. La Chine n'a pas confiné tout le pays, évidemment, parce que c'est un pays immense. Mais donc des parties ont été confinés. Nous, il y a eu l'Italie qui a été confinée, puis la France, puis l'ensemble de l'Europe, sauf un pays comme la Suède. Alors, pourquoi un pays comme la Suède n'a pas confiné, par exemple ? Parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Vous savez que depuis la peste noire de 1664, les médecins savent qu'il ne faut pas confiner. Pourquoi, alors ? Parce que plus on confine, et plus ça se répand, plus les gens se contaminent entre eux. Mais je l'ai lu récemment, oui. C'est depuis la peste de 1664 que les médecins le savent. Et l'impact. Donc ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire. C'est le titre d'un livre du professeur Perron. Et l'impact du confinement a été uniquement entretenir la peur. C'est-à-dire que c'était la première fois où on bloquait tout le pays, où 100% des citoyens n'avaient plus le droit de se déplacer, n'avaient plus le droit de sortir de chez eux. Et ça a contribué complètement à figer, à terroriser la population. Et le problème, c'est que la peur fait baisser le système immunitaire. Bien sûr. Donc c'est paradoxal. Mais alors, donc en Suède, ça a marché, cette immunité collective. Est-ce que la Suède, le pari du non-confinement, est-ce qu'il a marché ? En tous les cas, sur le point de vue économique, ça a mieux fonctionné que chez nous. Et même sur l'état de santé. Ils ont eu beaucoup moins de malades et de décès que nous. Ils ont su protéger les personnes à risque, encore une fois, les personnes âgées. Ils les ont protégées, mais ils ont laissé le restant de la population vivre quasiment normalement. Et ils avaient les personnes pouvaient mettre un masque, mais il n'y avait pas d'obligation à porter un masque. Et on sait là aussi aujourd'hui... Parce qu'on pourrait raconter que ce fameux masque bleu, il est rempli de graphène quand même. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est la NSM qui a fait retirer 50 millions de masques, dont 17 millions avaient été distribués aux soignants. Aujourd'hui, quand ils font des autopsies, ils s'aperçoivent que les gens ont des nodules dans les poumons dû au graphène qui était dans le masque. Le graphène, c'est aussi dangereux que l'amiante. Oui, donc finalement... Pourquoi on met du graphène dans les masques ? Pourquoi on met du graphène dans l'injection ? Oui, et donc il y a eu je voulais parler du confinement, mais aussi du scandale des lits de réanimation, parce qu'on a réaffiné en réalité parce qu'on n'avait pas assez de lits de réanimation. Oui, alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la France depuis 40 ans. En 1980, on était 55 millions d'habitants. On avait 393 000 lits publics. En 2018, on était passé à 67 millions et demi. On était descendu à 242 000. C'est-à-dire qu'on a perdu 150 000 lits pour 12 millions de population en plus. Les lits de réanimation, on en a 5 000. Pour la région parisienne, où il y a 11 millions de personnes, il y a 500 lits. À titre d'exemple, Israël, qui a 9 millions d'habitants, a 3 000 lits de réanimation.
Mais ça, c'est 40 ans de politique. Ce sont des choix qui ont été menés par tous les gouvernements, droite ou gauche. Voilà, et c'est vrai que ce ministère de la Santé a continué, alors que nous étions en pleine épidémie, à continuer à fermer des lits. On est le seul pays au monde qui a fermé des lits pendant la pandémie. Moi, j'appelle ça une pandémie. Il fallait absolument renforcer les moyens de l'hôpital, moyens humains et moyens justement en lits. Parce qu'il n'y avait pas à disposition ce traitement ambulatoire précoce, parce que si on avait permis aux personnes d'aller tout de suite voir leur médecin, ce qui aurait été logique face à une maladie, les personnes n'auraient pas été à ce point à l'hôpital. Mais non seulement les personnes n'ont pas été soignées précocement, mais en plus, il n'y avait pas tous ces moyens à l'hôpital qui auraient permis de les soigner. Alors, votre livre s'appelle « Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ne leur pardonnez pas. Ne leur pardonnez pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je voulais juste lire un passage de Christophe Barbier. Christophe Barbier, qui est un ami et confrère, qui a écrit « La bonne solution, c'est de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. On peut demander à ceux qui ont les noms des non-vaccinés de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont aller frapper à leur porte. » Alors, moi, j'ai du mal avec le titre parce que c'est une référence évidemment au dernier mot du Christ dans l'évangile de Luc. Non, j'ai repris le titre d'une dame que j'aime beaucoup qui s'appelle Claire Séverac et qui avait écrit « Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font », un livre. Oui, mais c'est une référence, je vais vous dire, c'est une référence biblique. Oui, bien sûr. C'est dans l'évangile de Luc, ce sont les derniers mots du Christ, « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et justement, est-ce que vous ne pensez pas, ils savent ce qu'ils font, mais ils pensent faire le bien? Parce que dans votre livre, on a l'impression qu'ils veulent faire le mal, mais en réalité, personne ne fait le mal pour faire le mal. Est-ce que vous ne pensez pas que Monsieur Barbier, il a une idéologie, il est persuadé de faire le bien, en réalité? Oui, moi ça me rappelle... Comment il a dit le professeur Raoult, des relents, les relents du siècle passé, ça rappelle les relents du siècle passé. Mais vous vous rendez compte, on va aller chercher les gens, on va les vacciner chez eux et tout, je veux dire... Il y a un totalitarisme sanitaire, Martine Vonner. Et oui, j'aimerais parce que depuis que j'ai pris cette sanction de l'ordre des médecins, j'ai un petit peu glané sur le site, c'est l'ordre national des médecins, le Conseil national de l'ordre, et il y a une histoire de l'ordre national. Et on y retrouve très clairement écrit que le projet législatif de créer un ordre des médecins date de 1923, mais c'est bien le gouvernement de Vichy, par la loi du 7 octobre 1940, qui crée le Conseil supérieur des médecins. Et sur le site de l'Ordre des médecins, il est écrit « Le Conseil supérieur des médecins s'avère un effecteur zélé de la période indigne de la discrimination. » Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'on est complètement dans cette période où on encourage quasiment les gens, la chasse à l'homme. On voit, il y a une chasse aux sorcières vis-à-vis de tous ceux qui osent dire des choses différentes de la doxa gouvernementale. Et là, dans ce que dit M. Barbier, c'est profondément choquant, profondément honteux. Et l'étape suivante nous a déjà été annoncée par ce gouvernement, par la secrétaire d'État, Madame Backès, à la citoyenneté, qui veut mettre en place des assises anti-terroriste, alors ça, moi, je applaudis des deux mains. Anti-complotiste, là, je trouve que mélanger et anti-secte, alors anti-secte, anti-terroriste, on peut se féliciter qu'on lutte contre ça, mais quand on parle de complotiste et on met tout ça dans le même panier, c'est profondément scandaleux. Et son plan d'action, ça sera... vous aurez le droit de dénoncer votre collègue de travail, vous aurez le droit de dénoncer votre propre famille, votre voisin. Mais je ne reconnais plus la France. Oui, voilà, on revient à 1942. Et puis c'est le modèle chinois. Voilà. Et pour en revenir à ce que vous disiez à propos de Barbier et du passeport vaccinal, mais je l'ai indiqué dans le livre avec une photo écran parce que maintenant on ne le trouve plus sur le parcours, sur le truc de l'Europe. C'est depuis 2018, c'est prévu le passeport vaccinal. Oui. Voilà, moi j'ai fait une impression d'écran à l'époque, voilà, et ça devait être mis en place pour 2023-2024, grand maximum. Donc en fait, ça a accéléré
Oui, mais je ne sais pas si vous avez écouté les vidéos de Yuval Noah Harari, qui lui ne s'en cache pas et qui déclare « Nous avions besoin du Covid pour injecter les gens ». Parce qu'il explique « Nous avons besoin de hacker les gens comme nous pouvons hacker les ordinateurs ». Donc, à partant de là, on voit bien que c'est plus du tout sanitaire, mais que c'est pour une autre chose que la santé des gens. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que ça s'est fait dans le monde entier. Et si vraiment ils voulaient le bien-être des populations, vous avez 8 millions de personnes qui meurent par an d'une maladie qui est très facile à soigner, c'est la faim. Si vraiment ils voulaient le bien des gens, voilà. Donc, on a la réponse. Et cette injection n'est pas sanitaire, il y a autre chose derrière. Et Yuval Noah Harari nous l'explique très clairement, même si ça fait peur ce qu'il explique. Oui, auteur de Homo sapiens et Homo Deus, qui sont des best-sellers. Dernière question, je voulais vous parler, on parle d'un confinement énergétique. Alors, est-ce que pour vous, c'est la même logique, c'est-à-dire que ce confinement sanitaire, c'est-à-dire qu'on nous explique encore que voilà, il y a une peur, il y a une menace extérieure. Ils ont créé une peur, ils ont vu que ça marchait, les gens étaient très dociles. Ça a permis de réduire les libertés des gens. Ils ne se sont pas rébellés. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent là maintenant ? Ils vont créer d'autres crises. Et là, dans les mois à venir, bah oui, vous allez avoir des crises sur l'électricité, ils vont vous interdire de prendre votre voiture. Tiens, hier, l'amie qui me loge à Paris m'expliquait, elle a une de ses amies, ils lui ont coupé l'électricité 2 heures. Elle a appelé chez Engie. Ils ont dit, bah oui, vous étiez à 21 degrés. On en est déjà là. Oui, ce que je voulais dire, un exemple très très simple et qui démontre que là aussi, l'État français prend un chemin qui n'est pas du tout celui de l'indépendance et de l'autonomie énergétique. Dans le cadre du parti que je préside, Ensemble pour les libertés, nous avons mis en place différents groupes de travail et nous travaillons avec des experts. Je sais pertinemment que la centrale nucléaire de Fessenheim, qui a été fermée par une décision de ce gouvernement, avait l'année précédente reçu pour, on va dire, une mise à niveau, plus de 750 millions d'euros qui avaient été investis dans cette centrale nucléaire. Et quelques mois plus tard, la décision de fermer cette centrale tombe. Donc il n'y a que des erreurs comme cela qui sont aujourd'hui effectuées dans notre pays, donc où le président est conseillé, est très très mal conseillé, où on peut se dire qu'il y a peut-être une volonté derrière tout ça. Mais rappelle-toi qu'il avait dit à ses troupes, soyez fiers d'être des amateurs. En tout cas, vous n'êtes pas un amateur, Jean-Michel Jacquemin Raffestin, avec ce livre. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, préfacé par Martine Voneur. Merci beaucoup. À vous. Merci à vous. À tous les deux. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.